ça faisait déjà 2 ans qu'on était en très très grande tension dans notre couple, parce que ça faisait 2 ans qu'on était suivis par les services sociaux judiciaires, donc un suivi très proche, police et services sociaux, avec des ce qu'on appelle des psychologues forensiques, donc vraiment spécialisés de la délinquance et de la criminalité. Et on était un peu en guerre en tant que couple, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout la même approche de ce qu'il fallait faire. Et moi, je voulais absolument que Siméon soit pris en charge par des professionnels et en fait qu'il soit pris en charge dans un centre fermé. Il y avait cette possibilité et qu'il sorte de la maison. Et depuis ses 14 ans, parfois, dans ses crises, il disait « J'en peux plus de vivre ici, je veux me barrer ». Et je disais à mon mari « Mais écoute ce qu'il dit ». Et ton mari voulait pas ? Non, pour mon mari, c'était on est les parents et on lui doit de s'occuper de lui. Et je disais « Mais on n'est pas capable ». Il faut des professionnels, en fait. On n'a pas ces compétences. Et on était complètement opposés par rapport à ça. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires, ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Salut Elsa, comment vas-tu ? Salut Marie-Charlotte, ça va très bien. Je suis ravie de te rencontrer et d'être ici. Moi aussi, je suis très heureuse de t'avoir à mon micro. Tu as une histoire très singulière qui m'a beaucoup touchée quand tu me l'as racontée. Je suis très heureuse de livrer le parcours que tu vas me raconter à mes auditeurs et mes auditrices. Est-ce que tu peux, s'il te plaît Elsa, pour commencer, te présenter en 5 hashtags ? Ouais. Alors le premier, c'est histoire de vie, histoire au pluriel. J'adore être inspirée par des histoires de vie singulières et j'adore aussi raconter mon histoire de vie. Le deuxième, c'est confiance. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie. En général, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui je peux dire ça. Le troisième, c'est parisienne à Utrecht, qui est une ville des Pays-Bas. Et voilà, j'ai passé la moitié de ma vie aux Pays-Bas, à Utrecht, mais je suis parisienne de cœur. Le quatrième, c'est Learning Addict. Alors en français, je suis addict à la formation. Ouais. Je passe beaucoup de temps à me former en continu depuis des années. Je pense que j'arrêterai jamais. Tu aimes apprendre. J'aime apprendre. Et le dernier, c'est souffrir d'être mère, mais je me suis guérie. Et ça parle de mon parcours de maman qui a été un parcours pas facile. Je pense qu'on va en parler. On va en parler. Et mais je me suis guérie. Ça, c'est super important et je le dis avec le sourire. Voilà. Ok, c'est vrai, tu as un grand sourire. Ouais. Et beaucoup d'étoiles dans les yeux. Ouais. Tu as un regard très pétillant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Elsa, me dire dans quelle partie du monde, dans quelle ville, dans quelle campagne tu as grandi et dans quel environnement familial ? Alors, j'ai grandi à Paris, dans le 19e arrondissement. Voilà, mon environnement familial, j'avais 2 maisons, en fait, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très petite. Et c'est le premier couple à avoir eu une garde partagée équitable en France. C'est vrai ? C'est-à-dire que, donc, on était en 78, je pense, 79. 79, je passais exactement le même nombre de jours par an chez papa, chez maman. Incroyable. Et ils avaient chacun un appartement à l'opposé d'un pâté de maison. Il y avait l'école entre les deux. Et je passais ma semaine à naviguer de chez l'un à l'autre avec une petite valise, mon cartable. Ok. Voilà. Est-ce que tu estimes que c'était une enfance heureuse ? Alors, c'était une enfance, je dirais, apparemment heureuse. Mais moi, j'ai appris à faire semblant d'être heureuse. Mais je sais que j'ai été beaucoup affectée par le divorce de mes parents. Mais j'adorais avoir 2 maisons, 2 environnements familiaux. Tes parents s'entendaient bien ? Alors non, c'était pas une mésentente, mais c'était qu'il y a eu beaucoup de souffrance à l'occasion de cette séparation. Et mon père, en fait, a refusé de voir ma mère pendant 26 ans, jusqu'à la naissance de mon premier enfant, ou jusqu'à ma soutenance de thèse. Okay. Donc, t'as écouté mon histoire. Ouais. Tu sais que c'est un peu la même. Moi, après 35 ans, ils se sont toujours pas revus. Ouais. Ah si, je suis bête. Ils se sont revus. Ouais.
à l'occasion du mariage de mon frère pour la première fois. Ouais. Donc, ok, j'imagine à peu près ce que tu as vécu. Il n'y avait pas d'agressivité, Ouais. mais j'ai été témoin de beaucoup de souffrances de part et d'autre. Et ça, j'ai beaucoup absorbé. Voilà. Est-ce que ça te donne une vision de l'amour quand tu entres dans la vie affective et amoureuse à l'adolescence? Qu'est-ce que tu as comme vision de l'amour? Est-ce que tu idéalises le couple parfait? Est-ce que pas du tout? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Je pense que c'est un mix de tout ça, c'est-à-dire que je fantasme sur avoir une relation qui tient dans le temps, avoir beaucoup d'enfants, et à la fois je m'en sens complètement incapable. C'est-à-dire je me dis mais en fait ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est que pour les contes de fées. Il y a ça qui coexiste en moi. Voilà. Tu sais, c'est pour ça que souvent je me dis cynico-romantique. Ouais. Parce on est happé par tout un imaginaire d'amour ultra beau, le prince charmant, Disney, tous ces comédies romantiques, toutes ces histoires de rencontres absolument incroyables au coin d'une rue, en se faisant renverser un café sur son t-shirt blanc. Et confronté à la réalité et le modèle, moi, des parents l'histoire d'amour que j'avais eu sous les yeux, c'est vrai. J'aime bien utiliser ce mot cynico-romantique. Je t'ai entendu le dire. Non, moi, je me suis dit, mais moi, c'est plutôt anxio-romantique. Okay. Il y avait beaucoup d'anxiété autour de est-ce que je vais être capable, en fait, de rester en couple, de construire un couple solide. C'était quelque chose de très obsédant. Et à la fois, j'ai quasiment jamais été seule. Ouais. Voilà. Okay. Donc, toujours en couple. Ouais. D'accord. Si on remonte, Elsa, en 1992, parce que je crois que l'histoire que tu vas me raconter débute en 1992. Est-ce que tu veux me raconter ce premier acte? Ouais, premier acte. Je rentre en 92 à 19 ans en école d'ingénieur à Compiègne. Et donc, très vite, je tombe amoureuse d'un garçon avec qui je vais rester 5 ans. C'est une grande histoire d'amour. Mais il y a des gens autour de moi que je vois, que je repère. Et il y a notamment une bande de gens qui viennent en Erasmus, des Anglais, des Irlandais, des Écossais. J'ai une de mes amies française qui est très copine avec toute cette bande. Donc voilà, c'est le premier acte, c'est de loin, il y a cette petite bande d'Anglais. Dans cette bande, il y a une silhouette. Et oui, mais que j'ai pas forcément repéré, que je connais de vue. Voilà. Okay. Le deuxième acte. Il est 3 ans plus tard. Ouais. Alors à la fin de nos études, donc entre-temps, je suis devenue très copine avec cette amie. Très copine. Elle est restée en contact avec cette bande d'anciens Erasmus. Certains sont restés faire toutes leurs études, d'autres sont repartis en Angleterre et elle se marie le 1er juillet 1995. Ça fait 30 ans cette année. Et donc, à ce mariage, plan de table, je suis assise à côté de ce charmant jeune homme anglais qui vient de la bande et que je connaissais de vue. Voilà. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nick. Non, c'est Nicolas, quoi, non? C'est Nicholas, mais personne, sauf sa maman, l'appelle Nicholas. On l'appelle tous Nick. Voilà. N-I-C-K. C'est son nom. Donc, tu es assise à côté d'un certain Nick. Est-ce que quand tu le vois, comment ça se passe d'ailleurs? C'est toi qui t'assois la première, celui qui arrive? Alors, je me souviens pas, mais ce dont je me souviens, c'est qu'on a beaucoup rigolé, qu'on a beaucoup dansé ensemble. Je crois même qu'à un moment, parce que j'ai une photo de cette table de mariage en fin de soirée, parce que derrière, il y a notre pote écossais en kilt qui dort et je pense qu'il a un peu trop bu. Donc, ça doit être la fin de la soirée. Et on se fait un tout petit bisou, mais sur la bouche, du coin des lèvres, parce que je pense que quelqu'un fait une photo et on se dit, allez, on se fait un petit bisou. Okay. Mais c'est pas vraiment notre premier baiser. Il y a eu un premier baiser plus tard. Et pendant cette soirée, est-ce que vous vous rapprochez ou juste vous vous amusez bien? On s'amuse bien. Il y a quelque chose de très léger. Et en fait, mon souvenir marquant, c'est vraiment ce qui se passe à la toute fin de cette soirée quand on me raccompagne là où je restais. C'était à Lyon, donc je dormais en fait, je l'avoue, je dormais chez la tata de mon copain de l'époque qui lui était à Tahiti en service militaire et oh wow. Que j'avais pas vu depuis 9 mois. La communication à l'époque, c'est 95, il n'y a pas d'email, pas de portable. Il était sur un bateau, on se parlait pas beaucoup, c'était un peu compliqué. Voilà. Tu m'étonnes. Donc, et cette fin de soirée, il se passe quelque chose? Fin de soirée, on nous raccompagne en voiture et déjà dans la voiture, je sens qu'on commence à se toucher un petit peu la main, des petites caresses, mais hyper légères et en fait, moi, je suis très sensible de la peau. Il y a quelque chose c'est comme si nos peaux se parlent, en fait. Il me raccompagne dans le hall de l'immeuble et on s'embrasse très langoureusement. C'est un super baiser.
Et à la fin du baiser, il me dit, avec un accent anglais super mignon, il dit mais pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt? Avec une voix désespérée de en fait je te reverrai jamais, c'est tellement dommage, et ça me touche tellement qu'il me dit ça. Sauf qu'on se revoit pas pendant 3 ans. Après ce baiser, c'est qui restait vraiment ancré dans ma mémoire. Je crois qu'on s'est écrit 1 ou 2 lettres. Quelques mois après, mon copain de l'époque finit son service militaire, rentre à Paris, on s'installe ensemble. C'est difficile, on finit par se séparer au bout de 1 an. J'ai toujours en tête ce baiser. D'ailleurs, je le dis à mon copain de l'époque. J'ai embrassé un garçon. Et il y avait quelque chose de très fort qui restait dans ma mémoire. Et avec mais pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt? Et moi qui m'accroche à cette phrase en me disant mais c'est peut-être pas trop tard, quoi. Il n'avait pas mis de sous-titres quand il t'a dit cette phrase? Il n'a pas expliqué pourquoi il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il pensait? Non, c'était la fin de la soirée, la voiture des copains attendait, il m'avait déposé dans le hall de l'immeuble, on s'embrasse, il me dit ça, il me tient le visage, il me regarde, il me dit ça, et avec ses beaux yeux bleus, et voilà, c'est vraiment resté en mémoire ce ton tellement rempli d'envie de se revoir, enfin d'envie d'être ensemble, quoi. Est-ce que la vie va faire que vous allez vous recroiser? Ah bah oui, c'est pas que la vie, c'est nos amis, nos fameux amis qui, je pense que c'est surtout Fabienne, elle. Donc ceux qui s'étaient mariés. 3 ans après, donc novembre 98, elle m'appelle, elle me dit je vais fêter mon anniversaire à Paris, tel week-end, il y a toute la bande des Anglais qui viennent. Est-ce que t'es dispo? Je lui dis non, je suis pas dispo. Elle me dit bon je fais le week-end d'après. Donc voilà, le 27 novembre 98, j'arrive chez Fabienne. Avec la bande d'anglais. Avec la bande d'anglais. Je sais que Nick va être là, puisqu'elle me dit Nick va être là. Et à l'époque, j'étais célibataire. J'avais plus de relations et ça faisait bien, j'avais 25 ans et ça faisait bien 9 ans que j'avais été en couple avec quelques relations assez longues, dont une de 5 ans. Et je me dis, ça faisait 4 mois que j'étais seule et je me dis, il est hors de question que je me remette en couple. J'ai besoin d'apprendre à être seule et à vivre seule. On est toutes passées par là. Voilà. Sauf que je sais qu'il y a Nick qui va être à la soirée et dès que j'entre, on se regarde et c'est le eyes lock, comme on dit, enfin les yeux qui s'accrochent et en fait on passe toute la soirée, non pas à s'embrasser, mais à discuter. On sort au resto, après on va dans un bar et je me souviens que alors même qu'on ne s'est pas encore embrassé, on parle de notre futur, de où est-ce qu'on a envie de vivre ensemble et combien d'enfants on a envie d'avoir, quoi. C'est délirant, ouais. Il y a un truc. Ça veut dire qu'il y a une espèce de, il y a une projection, même une promesse en fait. Ah mais ouais, je pense que dès l'arrivée chez mes amis et puis de toute cette soirée, on est ensemble, on est un peu collés l'un l'autre, mais on ne s'embrasse pas. Il y a quelque chose de magique, de très 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 fort, d'une forme d'évidence, quoi. Waouh. Et donc vous racontez votre vie future. Notre vie future, nos aspirations, nos envies. Après, je me souviens plus de tout ce que je lui raconte. Je pense que je lui dis que je suis célibataire depuis quelques mois et que j'ai besoin de respirer. Et en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est non seulement l'anniversaire de Fabienne, mais c'est a goodbye party. Donc on dit au revoir à Nick qui part travailler aux États-Unis. Il a un contrat de travail. Ah. Donc, il va s'installer au mois de février. Il est en attente de son visa. Donc là, on est fin novembre. Et il vient dire au revoir à Paris à tous ses potes et toute la petite bande. Et donc... c'est sa fête de départ. Donc, il s'envole, quoi. Il dit au revoir. Donc, je sais qu'il va partir aux États-Unis dans 2 mois. Et il va se passer quelque chose? Alors, le soir... il s'est déjà passé beaucoup de choses parce que déjà, toute cette conversation est dingue. C'est dingue. Et on rentre... En fait, finalement, moi, à l'époque, j'habite à Sèvres. Il est super tard. Ils sont une bande de 8 ou 10. Tout le monde a des sacs de couchage et ils disent, on dort chez David et Fabienne. On a mis des matelas par terre. Tout le monde dort par terre sur les canapés. Je dis, moi, je reste avec vous. Je vais me trouver une place par terre. Et en fait... À côté de Nick. Et on rentre tous ensemble et nous, on reste dans le hall de l'immeuble. Et là, c'est notre 2e baiser, 27 novembre 98. C'est le plus long baiser de ma vie. Je crois qu'on a dû s'embrasser pendant 2 heures. Non-stop. Au bout d'1 heure, il y a Fabienne qui redescend, donc il devait être 3 heures du matin. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je vous laisse la porte de l'interphone ouverte. Nous, on va dormir. Je laisse la porte ouverte là-haut. Trouvez-vous une place par terre. Voilà, et on s'embrasse pendant
2 heures langoureusement dans ce hall d'immeuble et on finit par aller dormir là-haut, enfin entre tout le monde. Donc il se passe rien en fait. Et je passe le week-end avec la bande de potes et tous les soirs on redort dans l'appart tous ensemble. Donc il se passe rien de physiquement autre que les baisers en soirée. Et je le raccompagne à l'aéroport le dimanche pour qu'il reparte en Angleterre. Et on se dit, on se revoit après Noël dans un mois. Sachant qu'il part aux États-Unis. Sachant qu'il part début février. Ouais. Et quand vous vous revoyez en décembre? Alors, il arrive le 26 décembre à Paris. On passe 3 jours ensemble et je pense que le premier ou le deuxième jour de ce séjour, donc ça fait en gros 4 jours qu'on s'est vus, quoi. Enfin, ça fait un mois qu'on est ensemble, mais 4 jours qu'on se voit physiquement. On est la place du Trocadéro, sur la rambarde là, qui regarde à la Tour Eiffel, le lieu bien romantique. Et il me demande en mariage. Mais non. Et alors moi, c'est une époque où... Et lui, il est surprenant. Hein. Ouais. Et moi, c'est une époque où j'allais pas bien. Je sortais d'une relation. C'était une rupture compliquée que j'avais provoquée, pas d'une façon super sympa. Donc, je me sentais vraiment pas bien. J'étais un peu déprimée. Et je me disais dans ma tête, mais jamais je pourrais rester en couple. Enfin, et en fait, je m'effondre en pleurs. Je lui dis, mais ça va pas, mais non, mais t'es fou, mais tu me connais même pas, mais d'ailleurs, pourquoi tu voudrais te marier avec moi? Je serais jamais capable d'être en couple de façon stable. Enfin, donc je lui dis non. Et puis je lui dis, mais c'est pas sérieux. Après 4 jours, et il me dit, mais je sais, c'est toi la femme de ma vie. I know. Et moi, dans ce moment-là, je le crois pas, quoi. Je dis non, mais il est hyper naïf, ce mec, quoi. Il sait pas du tout à qui il a affaire. Hein. Il peut pas vouloir se marier avec moi, quoi. Et comment il le prend, le nom? Écoute, curieusement, j'ai pas du tout le souvenir que ça... Et je crois que c'est ce qui fait partie de sa personnalité. J'imagine qu'il m'a pris dans ses bras, il m'a fait un gros câlin, quoi, pour accueillir ma détresse, mes larmes. Enfin, c'est tout lui, quoi. C'est let's have a hug, quoi. Mm-hmm. Et j'ai pas du tout le souvenir que ça ait perturbé notre relation, peut-être au contraire. Enfin, de toute façon, moi, c'était pas du tout un nom définitif, c'était un nom pas maintenant et c'était un nom what the fuck, tu es fou. C'est un nom t'es fou, c'est beaucoup trop tôt, mais j'ai envie qu'on construise ensemble, quoi. Il part aux États-Unis. Ouais. Est-ce que votre histoire, elle démarre quand même? Notre histoire démarre et en fait, je me dis mais c'est super parce que moi qui voulais être célibataire, t'as tout là. Je suis très amoureuse. C'est quelque chose, c'est une histoire très différente, très importante. Je sens vraiment que c'est très différent et je me dis c'est très bien qu'il soit loin en fait parce que ça va me donner le temps de réfléchir et de respirer et en fait le temps du choix. C'est-à-dire, je crois que c'est le seul homme que j'ai vraiment choisi parce que je l'ai attendu. Et je l'ai attendu pendant 2 ans et demi. Et il y a même un moment où il m'a dit, je vais peut-être rester 3 ans de plus. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je t'attendrai. Ça nous a fait, moi, ça m'a fait du bien, cette distance entre nous pendant 2 ans et demi. Vous communiquez comment? Beaucoup par téléphone. Ok. Par email, je sais plus, à l'époque, je crois que j'ai pas de téléphone portable, hein. Non, je pense pas. Non. Donc, beaucoup d'emails et de téléphone. Je dépense beaucoup d'argent. On dépense beaucoup d'argent en téléphone et on se voit toutes les 6-8 semaines. Je bosse beaucoup. Et toutes les 8 semaines, je vais aux États-Unis. Lui, il a très peu de congés. Donc, moi, j'ai beaucoup de congés, un petit salaire universitaire. Donc, il me paye les billets d'avion et je pose des jours. Et je prends tous mes jours. Ok, incroyable. Pour aller le voir. Il finit par rentrer au bout de 2 ans et demi? Ouais, en 2001, après les attentats du 11 septembre, 1 ou 2 mois après. C'était déjà prévu, mais je pense que ça a tellement secoué l'Amérique. Et il est content de rentrer. Et donc, on s'installe aux Pays-Bas ensemble. Quelques mois après, on passe quelques jours à Paris pour Noël, le Nouvel An. Peut-être qu'on fait Noël en Angleterre, on revient à Paris et on est le 30 décembre. La veille du Nouvel An, on va faire une grosse fête avec des potes. On est dans le bain à Paris, chez ma maman. Et il me demande, je vais le dire en anglais, « Shall we go and buy a ring tomorrow ?» Et si on allait acheter une bague demain? Donc, il me demande pas « Will you marry me ?» Il me demande pas « Est-ce que tu voudrais m'épouser ?» Parce que je crois qu'il a été échaudé la première fois. Mais il dit « Et si on allait acheter une bague ?» Et là, malin. Là, mon cœur... là, c'est... je lui dis « Mais Et je lui demande « Mais c'est une demande en mariage ?» Et il me dit « Oui. » Et c'est la première fois de ma vie où je n'ai pas dormi de la nuit d'excitation tellement
tellement je suis heureuse. J'attendais ça. On en avait parlé. J'attendais qu'il me demande, et je lui avais dit aussi, j'aimerais bien qu'on choisisse la bague ensemble. Je voulais qu'on la choisisse ensemble. Donc, deuxième demande en mariage. Vous vous mariez rapidement après? On prend 1 an et quelques. Okay. C'est un mariage d'hiver, février 2003. Ouais, donc on prend 1 an et quelques pour organiser. Votre vie de couple démarre comme ça. Est-ce que vous avez des envies de fonder une famille? Est-ce que la question des enfants, vous l'aviez déjà abordée? Déjà toujours. En 1990? Mais avant même le deuxième baiser, mais dès les premiers... je me souviens d'un week-end à Londres, la première fois que je suis allée à Londres, dans les toutes premières années de notre relation, et on s'est posé des questions. Pourquoi on veut des enfants? Pourquoi c'est important pour nous? Donc on a beaucoup discuté de nos valeurs de couple, nos valeurs familiales. Et d'emblée, on s'est dit, on veut 4 enfants. On était un peu fixés sur ce nombre. On voulait une grande famille. Lui vient d'une famille de 5. Okay. Et moi, je viens d'une famille recomposée à 4. J'ai 3 petits frères, 3 frères. Et j'aime bien les grandes familles, ouais. Pourquoi vous décidez de faire des enfants? Tu dis que vous discutez beaucoup. Comment vous arrivez à cette décision? C'était une évidence qu'on voulait construire une famille ensemble. Et pour nous, faire des enfants, c'était vraiment... alors, c'est peut-être un peu naïf, mais moi, je me souviens d'une conversation où, en fait, c'était mettre au monde des êtres humains bien, qui vont être bien. Et ça, c'est important pour la suite. Se mettre au monde des êtres humains qu'on va aider à grandir, à se développer, et qui vont devenir des citoyens du monde qui vont avoir un impact positif. Et ça, c'est très important pour la suite. Et moi, c'est un peu la même réflexion sur les enfants. C'est ça, moi, c'est... Déjà, je trouve l'aventure absolument passionnante de les mettre au monde et de les éveiller, de les accompagner à devenir ce qu'ils sont. Et effectivement, je visualise l'impact qu'ils auront sur le monde plus tard. D'ailleurs, ça me joue des tours parfois. Mais... Et moi, j'ai toujours voulu être mère. C'est-à-dire que mon premier souvenir dans la cour d'école de maternelle, c'est des souvenirs amoureux et d'être maman. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup d'amoureux à l'école. Enfin, j'aimais les garçons. Je m'imaginais me marier, être maman. Ça a toujours été une évidence que je serais mère, et j'imaginais que je serais une bonne mère et heureuse d'être mère. Est-ce que tu tombes enceinte facilement dans ce projet? Ouais, assez facilement. Enfin, 5-6 mois après le mariage. On part tout de suite en voyage de noces pendant 1 mois, et donc j'arrête la contraception juste après. Au bout de 6 mois, je suis enceinte. Il y a un premier petit garçon qui naît? Ouais, il y a un premier très très beau petit garçon qui naît avec des grands yeux bleus comme son papa. Ok. Ouais. Ça t'a pas dit si tu voulais dire son prénom ou pas? Ouais, Siméon. Siméon arrive, grand chamboulement dans votre vie? Mais pas tant que ça, grand chamboulement. C'est-à-dire qu'il est tellement attendu, et c'est tellement une évidence, c'est tellement un grand bonheur que c'est pas un chamboulement dans le sens où... il a déjà sa place, en fait. Avant même qu'on ait ce projet, avant même qu'on se marie, il y avait la place dans notre tête pour 4 enfants. Donc, et c'est un bébé très facile. Donc, j'ai pas le souvenir d'un chamboulement, j'ai le souvenir d'un grand bonheur. Un grand bonheur de voir ce petit garçon, ce petit bébé, comme je le dis, hyper facile. Enfin, c'est super. Le deuxième, il arrive rapidement derrière? Ouais, donc en fait, très vite, on se dit, on veut une famille. Hein. Et en fait, papa, maman, un bébé, c'est une famille, mais en fait, non. Quoi. Il en faut un deuxième. Okay. Donc en fait, dès je tombe enceinte, Siméon a 11 mois. L'idée, c'était de retomber enceinte assez vite, donc pas trop vite, mais tout de suite, on se dit, allez. Donc, quand le deuxième naît, Siméon, il a 1 an et demi. Il a 20 mois. Okay, ouais. Et il se passe un truc un peu dur, c'est qu'il a la varicelle qui se déclare le matin où je dois accoucher. C'est-à-dire, j'ai déjà des contractions, je l'emmène chez le docteur, et le docteur dit, il faut l'exfiltrer de la maison. Et moi, j'ai pas de famille aux Pays-Bas. Donc, j'appelle ma mère, mon frère, ils arrivent le soir, et en gros, ils rentrent à Paris avec lui le lendemain, et moi, je vais accoucher. Donc, séparation pendant 1 semaine. Okay. Je pense que ça a été un peu dur. D'accord. Pour lui. Siméon grandit bien? Alors, grandit bien, c'est difficile à partir du moment où Barnabé a 6-7 mois et il commence à bouger et à attraper des trucs. Et là, Siméon manifeste des gestes de violence envers son petit frère. Et ça commence à être très, très dur. Des gestes de violence durs, quoi. Enfin, vraiment très durs à voir pour une maman, et là ça bascule. À l'âge de 2 ans et demi, son comportement bascule.
Beaucoup d'agressivité. Okay. Et du coup, avec ça viennent, c'est aussi l'âge difficile, entre 2 et 3 ans. Mais il fait beaucoup de ce que je pensais à l'époque être des colères, mais c'était pas des colères. C'est probablement des crises anxieuses, ce qu'on appelle des meltdowns en anglais. Et ça s'emballe et ça devient de pire en pire. Et l'agressivité, enfin la violence vis-à-vis de son frère devient de pire en pire. Et ça continue pendant des années. C'est vis-à-vis de son frère ou c'est aussi en collectivité, à l'école? Non, pas du tout à l'école. Il est un petit garçon... quand je raconte ça aux autres mamans, quand je raconte ça à la maîtresse, parce que je raconte, parfois je m'effondre en pleurs quand j'arrive à l'école parce que c'est très dur le matin, il veut pas s'habiller, mais parce qu'il il fait des fixations sur certains vêtements, donc s'il a pas le jogging, il y a quand même des choses qui par la suite seront confirmées, mais sur le moment on ne sait pas trop ce qu'il a. Et en fait, parfois je suis obligée de le forcer à s'habiller, c'est très dur et j'arrive en pleurs à l'école et ça se passe très très bien à l'école. Et à la maison, c'est l'enfer. Est-ce qu'il est violent envers son petit frère et est-ce qu'il a quand même des gestes d'amour ou même pas? Souvent les aînés, quand même, quand il y a le deuxième qui arrive, ce genre de comportement, pas forcément surprenant, ils sont souvent partagés entre je l'aime trop, je le déteste. Alors je me souviens plus trop tout bébé, mais en tout cas la violence entre frères, elle a duré quelques années. Après il y a des moments bien sûr où ils jouent ensemble et j'ai plein de photos, des petites vidéos, donc c'est pas tout le temps, mais en fait moi dans ma mémoire et puis je pense dans mon vécu, ces moments-là sont tellement impressionnants que c'est complètement envahissant. Il lui donne un coup de pelle dans l'arrière du crâne, il lui ouvre la peau, ça saigne, pisse le sang de partout, on va à l'hôpital. Donc, mais je pense que bien sûr, ils ont été ils sont devenus très 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 complices maintenant. Il y a eu des moments de complicité, mais il a d'autres petits frères qui arrivent après bien après, parce que il a 6 ans et Barnabé a 4 ans. Donc, Comment vous gérez le développement de la personnalité de Siméon? Est-ce qu'avec le temps qui passe, parce que peut-être qu'après, tu sais, la crise des 2, 3, 4 ans, est-ce que ça se calme? Est-ce que tu arrives à garder ce lien avec lui, garder cette connexion? Oui, alors il y a une connexion qui est que dans les moments où il est très en colère, où il y a des moments où ensuite j'arrive vraiment à me rapprocher de lui, à lui apporter du réconfort, à le prendre dans mes bras, à lui parler avec des mots j'essaye de mettre des mots sur sa colère, sur le fait que c'est hyper difficile pour moi, que je veux l'aider mais je sais pas comment l'aider et je sens qu'il est vraiment très à l'écoute et réconforté par ça. Et puis est-ce que tu te fais accompagner? Oui, moi je suis dès l'âge de 22 ans, j'étais en thérapie, d'abord pour des questions de toutes les questionnements que j'avais autour du couple suite au divorce de mes parents et l'impossibilité que je pensais de faire couple. C'était une impossibilité pour moi. Puis je reste en thérapie en fait tout le temps. Sauf pendant quelques années. En fait, je pense qu'il y a une époque où j'ai arrêté, où j'aurais pas dû arrêter. C'est justement quand ça commence à être difficile avec les deux. Et là, je prends un coaching plus pour le côté professionnel et pas de thérapie. Et lui, t'as pas l'envie de l'emmener voir un psychothérapeute? Si, vers l'âge de... Quand je suis tombée enceinte de mon dernier, Félix, il a eu des gestes très agressifs vis-à-vis de moi, mais parce que je le forçais à l'habiller le matin, et je me suis reçu des coups dans le ventre, et c'est le début de la grossesse, et là je me dis, je ne peux pas continuer comme ça, et donc là on trouve quelqu'un, et en fait à Paris, parce que moi j'ai un gros réseau, mon papa était psychanalyste d'enfants, donc grâce à un collègue de mon père, je trouve une adresse d'une femme fantastique, et on vient à Paris toutes les 6 semaines, et ça nous aide beaucoup, et ça l'aide beaucoup, et c'est une thérapie papa, maman, Siméon, donc à 3. Et donc, ensuite, quelques années après, il est suivi aux Pays-Bas et ça l'aide beaucoup. Donc, on accompagne. Nick, et toi, face à cette épreuve, parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Comment vous abordez la situation? Est-ce que ça crée du lien entre vous? Est-ce que ça vous éloigne? Est-ce que vous arrivez à communiquer, à trouver ce canal qui est pas toujours évident quand on est dans ce genre de situation très tendue? Je pense qu'il y a eu plusieurs phases parce qu'on a eu quand même des années très difficiles avant de se décider d'avoir un 3e enfant. Entre-temps, moi, j'ai fait une fausse couche et je pense que dans cette période, on a toujours ce projet de famille nombreuse. Bon, il y a cette fausse couche qui nous perturbe. Je retourne en thérapie. J'ai plutôt le souvenir que... Alors, on a une parenthèse très, très heureuse avec l'arrivée de Félix. C'est vraiment une première année qui se passe très bien, qui apaise beaucoup les petits frères. Il y a beaucoup moins de bagarres. Donc, je me dis, mais finalement, c'était une super idée.
c'est pas une idée, c'était un beau projet, c'était bien de tenir ce projet de famille nombreuse. Mais quand même, notre couple est très à l'épreuve quand Félix grandit un peu, vers 1 an, 2 ans, où la tension entre les 2 grands continue et puis ils deviennent plus grands, les bagarres sont très impressionnantes, mais très très impressionnantes. Et là, oui, ça commence à vraiment abîmer notre couple à tel point que ça nous éloigne, il y a de la tension. Et je crois que c'est bien plus tard, quand Siméon a 12 ou 13 ans, que moi j'avais un peu arrêté la thérapie et je dis à mon mari, je vais retourner en thérapie parce que j'allais pas bien. Et c'est lui qui me dit, je vais venir avec toi et on va se trouver une thérapie de couple parce qu'il sentait que notre couple battait vraiment de l'aile. Et donc on a démarré une thérapie de couple vers les 13 ans de Siméon et un peu juste avant que les choses explosent. En fait. Ok. Avant ça, est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé sur le profil de Siméon ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Donc, pour les professionnels, c'est un petit garçon qui a du mal à gérer ses émotions. Ouais, il y a des hypothèses. La thérapeute à Paris a des hypothèses, mais elle est psychanalyste d'enfants, elle n'est pas psychologue clinicienne. Celle qu'on voit aux Pays-Bas, pareil, c'est pas des thérapeutes qui posent des diagnostics. Oui, il y a de la difficulté à gérer les émotions, il y a la difficulté à être aussi touché émotionnellement par l'autre, voilà. L'empathie. Et à la fois, il évolue bien socialement, il a beaucoup de copains à l'école, donc il se développe bien. C'est surtout à la maison en fait que c'est dysfonctionnel. C'est notre système familial qui est très dysfonctionnel. Et moi, je me fais aider. C'est surtout moi d'ailleurs qui me fait aider. Et puis lui de son côté, Siméon. Ton rôle de maman, comment tu le vis pendant ces 13 premières années où c'est quand même c'est difficile. Toi, tu te remets beaucoup en question, tu culpabilises, tu souffres. Alors, c'est un mix de grand bonheur à l'arrivée grand bonheur à l'arrivée du 2e, puis très vite je déchante, et grand bonheur à l'arrivée du 3e, même s'il y a eu une fausse couche 1 an avant qui m'a beaucoup secouée. C'était une fausse couche assez précoce, mais qui m'a beaucoup secouée, et qui nous a beaucoup secouée. Donc c'est un mix de grand bonheur d'être enfin une famille nombreuse à 3, et puis Félix, c'est un rayon de soleil, il y a quelque chose qui se passe, et à la fois quand même il y a cette tension avec Siméon et entre les grands frères. Il y a de la difficulté, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur, et il y a quand même des moments de grand désespoir parce qu'il y a beaucoup de violence dans le foyer, parce qu'en fait moi depuis la toute petite enfance de Siméon, ma seule façon de protéger Barnabé, c'est de faire mal à Siméon. C'est horrible à dire, mais je suis obligée soit de lui foutre une énorme fessée pour qu'il se détache, pour que j'arrive à le détacher de son frère, quand il essaye de lui arracher le bras ou crever les yeux, ou de le pincer très fort. Et voilà, c'est horrible. Je le sens, c'est horrible à dire, mais je deviens une lionne. Et je leur dis, et je lui dis, je suis une lionne. C'est quand tu fais mal à ton frère, moi je protège le bébé. Et donc je n'arrive que à t'arrêter en te faisant du mal. Et c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Donc beaucoup de culpabilité, que bien sûr je vais travailler en thérapie, beaucoup de violence que je ressens en moi, ce qui est extrêmement culpabilisant, et en plus une violence que je mets en œuvre. Donc oui, je m'en veux beaucoup, je sais que c'est traumatique, c'est un cocktail. Voilà. Et infernal. à côté de ça, il y a quand même des moments super chouette, parce que je les aime, et bien sûr, et qu'il y a des super moments aussi. Bien sûr, c'est toute la dualité et la complexité du rôle de maman. On est en vacances en Thaïlande, c'est un peu nos premières vacances loin. Ça faisait des années qu'on se dit on va se faire un beau voyage en famille, on s'offre ça. Et puis le dernier jour des vacances, il me dit maman, faut que je te parle. Et ça faisait 10 jours que je voyais qu'il allait pas bien, qu'il y avait un truc, vraiment je sentais. Et il m'annonce, il me dit je te le dis parce que si je te le dis pas, il y a la maman de un tel qui va t'appeler demain après l'atterrissage, qui va te dire, donc je préfère te le dire. Et il me dit voilà, il y a quelques mois je me suis mis à dealer de la drogue. 13 ans. Et il est assez affecté de me dire ça. C'était à la réception d'un hôtel, il est minuit, il a voulu me parler, on est sorti du bungalow et tout. Je suis complètement sous le choc. Il me raconte un peu les circonstances, il me dit il me dit pourquoi il me le dit. Il me dit la maman de mon copain, elle a découvert ça dans le téléphone du copain, et donc elle a dit à mon pote, je préviens tes parents,
dès que vous rentrez à Amsterdam, enfin à Utrecht, donc si tu veux en parler, parle-en toi-même. Donc il m'avoue ça. Et en fait, on arrive à Utrecht. Bon, alors, le voyage est super dur parce que je peux pas en parler devant les autres enfants. J'envoie des textos à mon mari, on est tous à l'aéroport. Enfin, puis j'ai des informations sur le quoi il est en lien avec un dealer adulte, que ça fait des mois qu'il fait ça. Enfin bon, je suis complètement... Toi, t'es perdue. Abasourdie, choquée. Puis je me fais des films, quoi. C'est quoi? Il va être pris dans un réseau, enfin Et c'est pas avec des gamins de 15 ans qui fait ça, quoi. Donc j'ai très peur et en fait j'arrive à Utrecht et j'appelle la police tout de suite par protection de il y a des adultes dealers qui recrutent des gamins de 13 ans dans les parcs pour vendre de la drogue, quoi. Et ça a été le début de la grande crise qui est que mon fils m'en a énormément voulu que j'appelle la police et qui comprend pas que c'est par protection et là s'enclenche tout un mécanisme de prise en charge par la police, les services sociaux, et c'est un peu le doigt dans un engrenage qui va finir par... je sais même pas quel est le mot, mais ça va aller de pire en pire en pire jusqu'à l'explosion finale, quoi. Ça veut dire quoi que la situation est prise en charge par les services sociaux, par la police? Ça veut dire que il est suivi? Alors aux Pays-Bas, c'est absolument fantastique. Okay. C'est tout de suite, la police a un programme pour accompagner les familles dès qu'il y a le premier acte de délinquance, où il doit faire un devoir écrit, répondre à un questionnaire, avoir des entretiens, remettre son écrit, faire du travail. Il doit aller tous les samedis dans un parc du travail supervisé pour la communauté. Donc, il doit un peu poser des actes citoyens pour... Et on est suivi par les services sociaux. Et puis, en fait, ça s'empire très vite. Donc, on est de plus en plus suivi. Et il y a des grades de sérieux de suivi. Et puis, dans les 2 années qui suivent, c'est acte de délinquance après acte de délinquance. Et ça devient de pire en pire. On a des descentes de flics. On a des coups de fil à 2h du mat pour nous dire qu'il a été arrêté. Nous, on appelle parfois la police la nuit parce qu'il a disparu. Ça n'arrête pas et c'est de délit en délit avec une grande inventivité. Mais donc, je finis par la police me dit il faut fouiller sa chambre tous les jours. Donc, je fouille sa chambre. Je découvre des centaines d'euros, des machines à peser, à couper, de la drogue. Enfin, c'est du cannabis. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Je sais même pas ce que c'est. Je sens l'odeur, mais du shit, des blocs. Enfin, voilà. Pendant presque 2 ans, ça n'arrête pas. Des trucs volés, des fausses factures, parfois il se fait arrêter en flagrant délit, enfin, de vol, de vélo, de scooter, ça n'arrête pas en fait. Comment vous réagissez avec Nick? Ah ben là c'est l'enfer, c'est à chaque fois c'est le choc. Il y a eu quand même 2 descentes de police, c'est hyper impressionnant parce que c'est 5 policiers avec un berger allemand qui monte au 2e étage le chercher dans la chambre à 6h du matin. Il a 14 ans le gamin, hein, voilà. Et puis lui, entre-temps, parfois il fait des crises à la maison, il casse tout, il jette des trucs dans l'escalier, il met son poing dans des cas de photos, il s'explose la main avec le verre, il y a du sang partout. Tout ça sous les yeux du petit frère qui est tout petit, quoi. Donc il y a un protocole de crise avec la police qui fait que quand la violence arrive à la maison, je dois sortir avec le petit pour pas qu'il soit témoin de ça. Enfin, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence à la maison, de violence domestique. Dont sont témoins les petits frères et c'est très dur. Jusqu'au jour où ça va carrément déraper. Le jour où ça a déjà bien dérapé, mais il y a un jour où il m'appelle dans sa chambre. Là, j'en ai parlé dans mon TED. J'ai fait un TEDx. C'est en anglais, mais où je raconte, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est un vendredi 13, un vendredi matin, juste avant le confinement, le 13 mars. Il m'appelle dans sa chambre juste avant d'aller à l'école. Il allait très peu à l'école. Il refusait tous les matins, c'était l'enfer. Et il m'appelle avec une voix d'outre-tombe. Et j'arrive dans sa chambre et il me dit « Maman, je vais pas aller à l'école et je vais pas y aller pour longtemps. » Et il me tend son téléphone. Et là, il y a une rediffusion d'émissions sur YouTube. Et c'est une émission de la police néerlandaise. C'est ces émissions où ils font des appels à témoins et où ils passent des informations sur des crimes qui ont eu lieu. Et je vois se dérouler un film, le policier qui explique qu'il y a eu un crime violent il y a quelques semaines. Et c'est 4 mineurs et les visages sont floutés parce qu'ils sont mineurs. Et le policier annonce que s'ils ne se rendent pas la semaine prochaine, ils montreront les visages à la télé. Et moi, je reconnais tout de suite la démarche de mon fils. C'est des images de caméras dans la rue, arrivés sur le lieu de l'agression, qui est un domicile, et ils en partent.
Eh ben, je le reconnais tout de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 1 semaine que cette émission a été diffusée et il me dit, je n'arrête pas de recevoir des messages de tout le monde, tous les gens qui me connaissent, tout le monde me reconnaît. Je vais me rendre à la police parce que je veux pas que mon petit frère, je veux pas qu'on voit mon visage et je veux pas que mon petit frère ait à subir les remarques de ses copains à l'école. Et donc, je vais me rendre. Donc, il y a quand même une grande responsabilité. Il a quel âge là? 15 ans. Il a 15 ans. Et donc, il décide de se rendre. Et on est un vendredi matin. Et je négocie avec la police parce qu'en fait, je connais je connais beaucoup de policiers, j'ai leur numéro de portable. Ça fait 2 ans qu'on est en contact. Et j'appelle un des policiers qui s'occupe du dossier de mon fils. Et je lui dis, tu vois, on se tutoie. Et je lui dis, voilà, c'est mon fils qui a commis ce crime qui est passé dans cette émission. Je te donne ma parole qu'on sera lundi matin avec lui au commissariat. Il va se rendre. Mais s'il te plaît, promets-moi de pas faire une descente. C'est trop traumatique. Ne venez pas en camion avec 5 flics. Et donc voilà. Et donc on se rend le lundi 16 mars, le jour du confinement, au commissariat à 9h avec l'avocate. Ça faisait 2 ans qu'il avait une avocate. Il avait eu quand même 6 procès entre 13 et 15 ans. Et donc il est incarcéré 1 mois avant ses 16 ans. Dans quel état psychologique, toi et Nick, vous vous trouvez? Alors je crois qu'on est dans un état de choc en fait. C'est des chocs un peu dissociation. Ouais. Je crois que les interrogatoires commencent le lendemain. Donc comme il est mineur, il peut pas dormir au commissariat, donc il est mis dans un commissariat spécial qui a des cellules pour accueillir les mineurs. Et je crois que sur 2 ou 3 jours, en fait parce qu'il n'y a pas eu qu'il y a eu un cri, enfin c'est une agression violente, il y a pas eu heureusement personne n'est mort, mais je pense qu'on aurait pu passer pas loin. Ouais. Donc les interrogatoires sont très poussés, il reconnaît les faits, mais il a 3 complices, et puis il y a surtout 2 autres plaintes sur des modes opératoires très similaires, et en fait il avoue, mais là aussi il y a des complices, et donc il y a des heures et des heures d'interrogatoire, et moi j'assiste à tous les interrogatoires, et je suis un peu dissociée, quoi. J'ai l'impression de regarder un film parce que c'est mon fils, et à la fois ça peut pas être mon fils, quoi. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure sur le projet de faire des enfants pour mettre au monde des gens bien. Mais moi, ça fait 2 ans que je lui dis à mon fils, parce qu'il a commencé à voler, et ça fait 2 ans que je lui dis, mais parfois en lui hurlant dessus, je dis mais c'est pas possible. J'ai pas mis au monde un enfant pour qu'il vole des choses que des gens voilà, je lui dis même, mais t'as un grand-père qui est venu de Pologne, qui a dormi dans la rue, quoi, qui était pauvrissime, qui s'est forgé une vie à la force de travail. Tu viens de ça, et toi, tu vas voler des iPhones, des scooters. Donc c'était impensable pour moi. Et là, de la violence contre personne, c'est impensable, quoi. Une fois j'imagine la première période de choc avec ce que tu expliques, cette dissociation, l'incompréhension telle que ton cerveau, en fait, il imprime, j'imagine pas vraiment la réalité. Est-ce qu'il y a une phase où vous commencez à réaliser? Est-ce que avec Nick, vous arrivez à communiquer à ce moment-là? Mais ça faisait déjà 2 ans qu'on était en très très grande tension dans notre couple, parce que ça faisait 2 ans qu'on était suivis par les services sociaux judiciaires, donc un suivi très proche, police et services sociaux, avec des ce qu'on appelle des psychologues forensiques, donc vraiment spécialisés de la délinquance et de la criminalité. Et on était un peu en guerre, quoi, en tant que couple, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout la même approche de ce qu'il fallait faire. Et moi, je voulais absolument que Siméon soit pris en charge par des professionnels, et en fait qu'il soit pris en charge dans un centre fermé. Il y avait cette possibilité, et qu'il sorte de la maison. Et depuis ses 14 ans, parfois, dans ses crises, il disait « J'en peux plus de vivre ici, je veux me barrer ». Et je disais à mon mari « Mais écoute ce qu'il dit ». Et ton mari voulait pas? Non, pour mon mari, c'était on est les parents et on lui doit de s'occuper de lui. Et je disais « Mais on n'est pas capable. Il faut des professionnels, en fait. On n'a pas ces compétences. » Et on était complètement opposés par rapport à ça. Et donc, quand il va enfin en prison, et je lui dis enfin, pour moi, c'est un soulagement. C'est un vrai soulagement. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a énormément de tristesse au fond de moi, mais ce qui fait figure, ce qui est le plus évident pour moi, c'est le sentiment de soulagement. Parce que moi, je vivais dans la peur, à la maison. Il était très destructeur, il me bousculait, il me crachait. Enfin, c'était l'enfer. Il crachait au visage pendant des mois, il me hurlait dessus. Enfin, voilà. Comme ça doit être dur. Et en fait, Nick,
je pense que ça a été insupportable pour lui que moi, sa femme et la maman des enfants puissent ressentir du soulagement alors qu'il y avait tant de tristesse. Et je pense que ce qui dominait pour Nick, c'était la tristesse. Et moi, c'était le soulagement, même s'il y avait beaucoup de tristesse. Voilà. Et on n'avait pas du tout la même vision de la prise en charge. Je pense que moi, très vite, je me suis dit, c'est une bonne chose et ça va le sauver. Très vite, j'ai eu cette intuition que cet enfermement, à l'époque, on ne savait pas encore quelle peine il allait avoir, mais je savais, l'avocate nous avait dit, s'il avait été majeur, les faits, ce serait entre 8 et 12 ans. Et là, il va probablement prendre la mesure la plus sévère. Ce n'est pas une peine fixe, c'est entre 2 et 7 ans. C'est une mesure élastique. Ça n'existe pas dans le droit français. Okay. Mais il le savait, lui aussi. Et il le savait qu'il allait prendre cette mesure-là, qui est la plus sévère, en fait, dans le droit néerlandais. Lui, comment il réagit face à tout ça? Est-ce que tu as l'impression qu'il est... parce qu'il prend ses responsabilités quand même, le moment Oui, il avoue. Il ne donne pas le nom de ses complices, mais il avoue les faits. Il répond pas à toutes les questions, bien sûr, mais il avoue. Il est très, très en colère contre moi. Donc il accepte que je vienne aux interrogatoires, mais après il ne veut plus me voir pendant les visites en prison les premiers mois. C'est mon mari qui va le voir. Pourquoi il est en colère contre toi? Parce qu'en fait, pendant 2 ans, il a eu affaire à la police et aux services sociaux judiciaires et que tout a démarré par mon coup de fil à la police, alors qu'il m'avait avoué qu'il dealait de la drogue et que pour lui, dealer un peu de cannabis aux Pays-Bas où tout le monde... Après 18 ans, va au coffee shop. Lui, il a servi ses petits copains de 17 ans, 16 ans, 15 ans qui ne pouvaient pas en acheter au coffee shop. C'était pas très grave, quoi. Donc, il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi stricte là-dessus, quoi. Quand vous savez le sort qui va être le sort de Siméon en termes judiciaires, c'est 1 an après. 1 an après, le procès a lieu. Votre couple, il va comment dans cette épreuve? Très mal. Comment vous gérez ça? Ça doit être... Et le couple va très mal, à tel point que... Et c'était pas la première fois et que je voulais partir. Mais il y avait un truc depuis le début avec Nick. Il y avait une forme de... Je lui avais fait une forme de demande. Je sais plus si c'était à la première demande en mariage ou à la deuxième. Mais je lui avais toujours dit, ne me laisse jamais te quitter, s'il te plaît. Et je crois que je l'ai choisi parce que je sentais que c'était un homme qui m'abandonnerait jamais et sur lequel je pouvais compter pour qu'il ne me laisse pas abandonner le couple. Et ça a été hyper important. Parce que même si je parlais toujours de « je vais me barrer », et j'avais ce fantasme de me barrer au bout du monde, parce que je me disais « mais moi, je peux pas divorcer et prendre en charge 3 enfants ou 2 enfants quand Simon était incarcéré ». C'était impossible pour moi. Si je me barrais, j'abandonnais ma famille et ça, c'était impossible. Donc en fait, je suis restée, mais je pense aussi que je suis restée parce que quelque part, j'avais au fond de moi confiance dans le fait qu'il y avait quelque chose qui était encore possible. Ça veut dire que le lien, il était complètement brisé pour toi? Non. Étonnamment, non, parce que on se prenait encore dans les bras. On a toujours eu une vie de couple, on a toujours été un couple. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de très profond dans notre attachement, dans notre attachement à ce projet de famille et de couple, même dans les périodes les plus dures, les plus horribles, les plus souffrantes. Et puis, on s'est fait accompagner, c'est-à-dire que très vite, on est retourné en thérapie couple. Le premier thérapeute, ça n'a pas duré très longtemps, mais très vite, on a trouvé un thérapeute qui travaillait en prison et avec les délinquants et qui avait aussi une pratique en privé et qui nous a reçus et du coup, il comprenait complètement le contexte. Et et pendant 3 ans, et ça nous a tenu, ça a tenu notre couple, quoi, et ça nous a permis aussi d'être dans le dialogue. C'est ça. Même si c'était dur. Et moi, par ailleurs, j'avais 2 autres espaces thérapeutiques. J'avais une thérapie de groupe, parce que je démarrais ma formation. Et donc, dans les 2 premières années, j'avais un groupe de thérapie qui m'a vraiment, portée, et une thérapie individuelle. Donc, j'avais 3 espaces. Qu'est-ce qui est le plus dur, en fait, dans ce genre de situation où le dialogue est rompu? Qu'est-ce que tu mets en place pour le renouer? Alors, le dialogue... Dans quelle position t'es? Comment t'arrives? Est-ce qu'il y a toujours la logistique du quotidien? Non, mais le dialogue n'est pas rompu. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire la relation est très souffrante, mais je crois que ce qu'on a réussi à faire... c'est à rester en dialogue. Même si c'était un dialogue où parfois c'était hyper tendu, où je pouvais m'énerver, ou lui aussi, ou voilà, ça lui arrivait de claquer des portes. Quand on est en colère, c'est pas des grosses colères, mais en fait le dialogue n'a jamais été rompu et ça, je pense que c'est aussi grâce à la thérapie de couple. Il y avait beaucoup d'incompréhension
parce que en fait, il ne comprenait pas que je veuille remettre notre fils à des professionnels et donc le faire sortir du foyer. Il ne comprenait pas que je puisse être soulagée. Il ne comprenait pas que je pensais que c'était une bonne chose pour notre enfant et pour notre famille que Siméon soit incarcéré. Mais on a pu dialoguer en thérapie et en dehors de la thérapie. Et donc je dirais vraiment que c'est ça, c'est ce dialogue qui nous a sauvés, même si c'était très souffrant. Aujourd'hui, on est 5 ans après. Il en est où, Siméon ? Ouais, on est 5 ans. Est-ce que c'est 5 ans après ? 2020, 2025. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il est sorti de prison il y a plus d'1 an. Il va super bien et on va super bien. C'est vrai. Il habite dans un petit studio que les services sociaux ont réussi à lui fournir. Donc, il a beaucoup de chance là-dessus. C'est très dur d'être logé aux Pays-Bas quand on est jeune. Écoute, on est très en lien. En fait, cette incarcération a remis beaucoup de liens dans la famille parce qu'on a eu une injonction de thérapie familiale en prison. Et donc, il voulait pas te voir au début ? Il voulait pas me voir et il a eu une injonction thérapeutique de thérapie individuelle et de thérapie familiale en prison. Et du coup, il y a eu un moment donné, je crois juste après le jugement, où on a démarré la thérapie familiale en prison. Et donc, on venait, alors pas tout le temps toute la famille, mais parfois avec les frères, mais souvent les 2 parents. Parfois, c'était juste moi, parfois juste mon mari. Il y a même les grands-parents qui sont venus quand il y a eu des visites, pour pas que les grands-parents soient dans la salle de visite, qui est super glauque. On demandait la salle familiale et on organisait une séance de thérapie elle était super, notre thérapeute. Et du coup, on pouvait avoir la salle familiale et on en profitait pour faire une séance avec les grands-parents. Qu'est-ce que ça lui a apporté à Siméon et son incarcération et ce dialogue renoué avec vous ? Je pense... ton avis ? Faudrait Parce qu'il faudrait lui demander, il ne faut pas parler pour lui. Mais... moi, je pense que ça a remis beaucoup de liens et beaucoup d'amour dans une famille où le lien était très, très abîmé et où l'amour s'exprimait plus ou de façon très dysfonctionnelle parce que quelque part, moi, il y a eu une période où j'arrivais pas à ressentir de l'amour pour mon fils et je ressentais même l'opposé, je ressentais de la haine et je me souviens, j'avais plein de copines qui disaient « Mais non Elsa, tu l'aimes ton fils ». Et je n'arrivais pas à entendre ça. Et en fait, je sais maintenant que c'était de l'amour qui était tellement ébranlé, tellement chahuté et tellement enfoui que j'arrivais pas à le convoquer, cet amour. Et cette haine, c'était du désespoir, en fait. Du désespoir de voir toute cette violence et de la réalité de ce qu'était ma vie de famille par rapport à ce que j'avais envisagé et rêvé. Ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu sais expliquer ou est-ce que tu as des éléments de compréhension sur ce qui s'est passé avec Siméon ? C'est très, très complexe. Et puis moi, comme je suis maintenant, je suis thérapeute, j'ai fait beaucoup de travail sur moi dans plein de modalités différentes, des constellations familiales, du travail sur le trauma intergénérationnel. Il y a beaucoup de trauma dans ma famille liés à la Shoah. Donc, je pense que là, on va dans un autre sujet, en fait, si on parle de ça. Ouais. Ok. Mais Siméon, aujourd'hui, va bien. Il va super bien et notre famille se porte bien et la fratrie se porte bien. Et c'était les premières vacances cet été avec mes 3 enfants depuis 2019. Donc, ça faisait 6 ans. Et je leur ai dit, les gars, ça fait 18 ans que j'ai pas eu des vacances chouettes, tranquilles, en famille, quoi. Et merci, quoi. C'était génial. Et ton couple, il va bien ? Et mon couple va super bien. Ouais. Toujours aussi amoureuse. Toujours aussi redevenue même encore plus amoureuse. Il y a eu un retour un peu à la source originelle de ce mythe, ce qu'on appelle le mythe originel, de cette rencontre, de la beauté de cette relation, de beaucoup de gratitude d'être ensemble et d'avoir traversé la tempête. Et Nick a aussi beaucoup travaillé sur lui. Je dirais, c'est beaucoup transformé. En fait, on a un parcours de transformation personnelle et de couple qui fait que maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis « Ah waouh, ouais, en fait, on était hyper solides, quoi. Même si ça a failli casser, c'est incroyable. Ce qu'on a vécu, ça nous a mis à l'épreuve, mais ça, comme dans beaucoup d'épreuves, ça nous a vachement renforcés, en fait. Vous êtes plus forts aujourd'hui. On est super forts. Hein. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est... là, j'ai 2 garçons adultes et un ado. Et je leur dis, j'ai hâte que chacun vous viviez votre vie et qu'avec papa, on puisse se retrouver en couple sans enfants, aller parcourir la France, le monde, être du temps ensemble. Merci beaucoup déjà, Elsa, pour ce témoignage qui est ultra sincère.
Enfin, t'es d'une lucidité, je trouve, et d'une sincérité absolument incroyable. Ouais, moi je veux dire quelque chose à propos de ça. Pour moi, c'était hyper important toute cette période de ne pas garder le silence, parce que finalement le silence, ça peut nous mettre dans la honte. Et en fait, ça nous empêche d'aller demander de l'aide ou de recevoir de l'aide. Et c'est hyper important, je trouve, comme message d'oser parler, d'oser dire qu'on souffre et d'oser accepter que on nous offre de l'aide, parce qu'en fait, nous, on a été vachement aidés. Ouais. Vachement aidés. Si tu croisais la Elsa de avant, juste avant de rencontrer Nick, qu'est-ce que tu lui dirais? Et sous cette question se cache un petit message aux auditeurs, un enseignement que tu tires de cette histoire, de cette rencontre, d'une connexion, d'une évidence incroyable quand tu es jeune, qui aujourd'hui est un lien tellement fort que vous avez réussi à dépasser des épreuves terribles. Pour moi, il y a une idée évidente qui vient en tête, c'est le choix du partenaire de vie. C'était pour moi le choix du père de mes enfants. C'était complètement indissociable. Et je lui dirais... en fait, c'est marrant, ça me déroute cette question. Je sais pas ce que je lui dirais. J'arrive pas à répondre comme ça, mais... Est-ce que il y a un truc que tu as appris qui serait comme une forme de conseil, en fait, que tu donnerais aux auditeurs pour prendre soin, s'écouter, prendre soin de leurs émotions et trouver la manière d'aimer qui leur correspond? Moi, ça a été il y a eu une espèce de telle évidence. J'ai vraiment écouté mes tripes et mon cœur. C'est très intime parce que moi, j'étais à la recherche de quelqu'un qui ne m'abandonnerait pas. J'ai vraiment été à l'écoute de cette intuition qui est ce mec-là. Il sera toujours là pour moi. Et il ne me laissera pas partir. Je ne sais pas si c'est un conseil qui vaut pour quiconque, mais j'ai vraiment écouté en fait comment mon corps réagissait en sa présence. C'est pas du tout passé par la tête en fait, c'est vraiment passé par le corps. Et c'était quelque chose de très différent des autres rencontres, parce que cette rencontre-là, elle m'a rendue silencieuse. Et j'avais jamais été silencieuse, c'est-à-dire que je racontais à tout le monde, j'ai rencontré un mec, tout le monde était au courant, avant même que je sorte avec un mec que j'avais une vue sur... Et là, j'ai été silencieuse. Et j'ai vraiment écouté mon corps qui voulait rester dans le silence, et je veux partager avec personne. C'est quelque chose de très précieux, voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très précieux dans cette rencontre. C'est hyper beau. Ouais. Est-ce que tu veux glisser un petit... C'est moi qui vais lui maintenant. Ouais, Est-ce que tu veux glisser un petit mot à Nick? Ah bah ouais. Bien sûr. Alors déjà, Nick, ce podcast, c'est une surprise. J'ai volontairement gardé ce petit secret. J'espère que cette démarche te touchera. J'ai voulu te faire un cadeau de remerciement et d'amour. Et je veux te dire, je veux t'exprimer toute ma gratitude d'être resté avec moi, parce que je sais que ça n'a pas été facile. Je lui dis souvent, tu mérites une médaille d'or de toutes ces années avec moi. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Merci. Et je t'aime très fort. Et il y a une petite private joke, c'est « Don't die before me ». S'il te plaît, ne meurs pas avant moi. Je veux rester jusqu'à la fin de mes jours avec toi. Voilà. Merci Elsa. Merci beaucoup. Merci Marie-Charlotte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le podcast, prends 30 secondes pour mettre 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify, ça change vraiment tout pour moi. Si toi aussi tu as une histoire à partager, écris-moi, peut-être qu'on se retrouvera bientôt derrière le micro. Et puis n'oublie pas, Crush, ce ne sont pas que des histoires vraies. Un dimanche matin sur 2, découvre aussi C'était quoi l'amour, un format où je rencontre des invités inspirants pour décrypter l'amour moderne et t'offrir des clés pour tes propres relations. Why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.